Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique animaliste. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain et philosophe Thomas Lepelletier. Bonjour Bonjour. Thomas. Alors pour rappeler brièvement votre parcours, vous êtes historien et philosophe des sciences. Vous avez d'ailleurs publié par le passé plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique. Puis en 2014, un premier essai sur l'éthique animale qui se nommait La Révolution végétarienne. Et vous revenez cette année avec un nouvel ouvrage intitulé L'imposture intellectuelle des carnivores, publié aux éditions Max Milo. Pourquoi avoir choisi ce titre un peu provocateur? Oh, parce que j'avais le choix entre deux titres. Donc, soit l'imposture intellectuelle des carnivores, soit l'imposture des intellectuels carnivores. Je trouvais que le premier titre était plus percutant. Mais à travers ces deux titres, ce que je voulais dénoncer, c'est un certain nombre d'intellectuels au sens large, c'est-à-dire d'individus ou de personnes qui ont pour profession de produire du discours. Ça peut être des universitaires, des chercheurs, des experts dans différents domaines ou des journalistes qui défendent la consommation de produits d'origine animale. Et j'ai constaté que les arguments qui mettaient en avant pour défendre la consommation de produits d'origine animale ne tenaient pas du tout la route, étaient souvent très farfelus ou absurdes. Donc il y avait quelque part une position un petit peu d'imposture de se présenter comme professeur d'université, chercheur au CNRS, ou encore même des positions un petit peu honorifiques au niveau institutionnel, et puis défendre des arguments qui, dès qu'on les analyse un tout petit peu, ne tiennent pas du tout la route. Donc j'ai voulu les dénoncer, et il me fallait, je pense, puisque la dénonciation était forte, il fallait quand même un titre percutant, et c'est pour ça que j'ai choisi Imposture intellectuelle des carnivores. Et finalement, à qui s'adresse cet ouvrage? Est-ce que c'est une lettre ouverte aux intellectuels que vous dénoncez, ou c'est plus à destination de ceux qui se posent des questions sur une éventuelle transition Ça de peut leur être alimentation? aux deux, je dirais, au maximum de personnes. C'est bien sûr une lettre ouverte. Je pense que là, l'image est bien. J'ai voulu interpeller ces personnes pour bien sûr les faire réagir et que quelque part ça amène un débat public parce que je pense que là, il n'y a pas assez de débat autour du végétarisme actuellement ou du véganisme même ou de l'antispécisme. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de débat dans la société à ce sujet puisque c'est un sujet qui me paraît très important. Donc j'ai voulu interpeller ces personnes-là pour que ça lance un débat, mais j'ai voulu aussi adresser le livre aux personnes qui se posent des questions pour leur montrer que ceux qui défendent la consommation de produits d'origine animale disent un peu n'importe quoi pour défendre cette consommation. Et donc c'est pour leur donner des réponses ou pour leur dire attention, ceux qui défendent la consommation de produits d'origine animale disent un peu n'importe quoi, si je peux me permettre, pour défendre leur beefsteak. Et c'est ça que j'ai voulu dénoncer. Donc c'est un livre qui peut être lu par, je dirais, presque tout le monde qui s'intéresse à la question. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un ouvrage qui regroupe de nombreux arguments qui vont à l'encontre du végétalisme. Alors parfois on en rencontre certains qui peuvent faire un peu réfléchir, dont la réfutation n'est pas forcément intuitive. Mais à l'inverse, il y en a d'autres qui sont d'une aberration tellement énorme que quand on les lit, on a du mal à croire que quelqu'un se prétendant intellectuel puisse prononcer ces mots, quoi. Alors j'ai relevé par exemple une citation de Jean-Pierre Digard. Donc ce monsieur est anthropologue, directeur de recherche au CNRS, et il est spécialiste de la domestication des animaux. Et dans un article, il a carrément réfuté le concept de bien-être des animaux, en avançant que le bien-être animal échappe à toute définition scientifique, je vous cite, et que parler du bonheur et de la joie d'un animal, c'est faire preuve d'anthropomorphisme. Donc finalement, le bien-être animal n'existe pas et il n'y a pas d'éthique animale. C'est assez fascinant. Oui, non, c'est très étonnant de voir quelqu'un qui est donc directeur de recherche au CNRS nier ce concept évident que presque tous les autres chercheurs vont quand même accepter, même des gens qui travaillent à la FNSEA, c'est-à-dire le grand syndicat de l'agriculture et de l'élevage, vont reconnaître que le bien-être est une notion importante, le bien-être des animaux. Mais Jean-Pierre Digard, je crois, va s'aveugler, il veut tellement combattre les antispécistes, les végétariens ou les végétaliens, et qu'il veut tellement remettre en cause ce souci qu'on peut avoir pour les animaux qu'il en vient à nier des choses évidentes. Et c'est vraiment évident que la notion de bien-être a un sens pour les animaux. Il suffit d'enfermer un chien dans un placard pendant 2 jours, on verra bien si son bien-être augmente ou diminue. Mais Jean-Pierre Digard ne veut pas entendre parler de bien-être parce qu'il sent très bien que si on reconnaît du bien-être aux animaux, il va falloir à ce moment-là se soucier des animaux. Il
il voit la pente glissante, il va falloir finalement en finir à reconnaître des droits, leur reconnaître une valeur morale. Et si on leur reconnaît des droits et une valeur morale, on va plus pouvoir en user comme on a envie d'en user. Donc il essaye quelque part de prendre le problème à la racine, il va nier l'évidence pour éviter que finalement on ait à se soucier des animaux. C'est réellement de la malhonnêteté ou vous pensez qu'il arrive à se convaincre Je pense qu'il y a une part d'aveuglement. C'est toujours difficile de savoir ce qui se passe dans la tête, bien sûr, de la personne qui prononce des absurdités. J'hésite entre l'auto-aveuglement et la malhonnêteté. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Il y a un autre argument qu'on retrouve chez beaucoup de philosophes, je trouve, et d'ailleurs qu'on a encore entendu récemment dans une émission sur France 5 de la part d'Emmanuel Todd, c'est que l'antispécisme, donc le végétalisme et tout ce qui en découle, ce serait la négation de l'humanisme. Oui. Peut-être qu'on peut rappeler aussi la définition de l'antispécisme. Alors, l'antispécisme, c'est tout simplement l'idée qui consiste à considérer que l'espèce n'est pas un critère moral important ou qui a une valeur. C'est tout simplement comme on pourrait dire que l'antiracisme consiste à considérer que la couleur de la peau n'est pas un critère moral pour voir comment on considère un individu, la façon dont on traite un individu. L'espèce n'est pas un critère moralement pertinent. La façon dont vous devez traiter un individu, que ce soit un cochon ou que ce soit un être humain ou que ce soit une vache, c'est en fonction des intérêts de cet individu. Il peut y avoir des critères pertinents. Vous n'allez pas effectivement traiter un cochon de la même façon qu'un être humain, mais c'est pas l'appartenance à l'espèce qui dicte la façon dont vous allez considérer cet individu. Ce sont plutôt ses caractéristiques et ses intérêts propres à lui en particulier. Donc l'antispécisme, c'est tout simplement, c'est un petit peu l'extension de l'antiracisme ou de l'antisexisme. C'est justement, on ouvre la sphère de la considération morale à des êtres d'une autre espèce parce qu'on considère que l'espèce n'est pas un critère pertinent pour savoir comment il faut les considérer. Alors effectivement, chez beaucoup d'intellectuels, il y a une peur que cet antispécisme remette en cause les valeurs d'humanisme. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par humanisme, mais si effectivement l'humanisme est l'idée que les êtres humains dominent les autres espèces et ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec les autres espèces, effectivement l'antispécisme remet en cause l'humanisme. Mais ça, c'est un humanisme, je dirais, dominateur. Mais si on considère que l'humanisme, c'est tout simplement la prise en compte, je veux dire, des intérêts des individus qui nous entourent, à ce moment-là, on pourrait très bien voir l'antispécisme comme une extension de l'humanisme. Alors, la peur de Emmanuel Todd, bien sûr, elle vient d'un vieux fond d'une perte de... Je dirais, il y a une peur de perdre les privilèges que les humains se sont accordés depuis presque le début de l'humanité. Les humains se sont accordés le privilège de traiter les autres espèces un peu comme ils le voulaient. Et l'antispécisme remet ça en cause. Donc effectivement, quand on remet en cause un privilège, ceux qui sont détenteurs de ce privilège peuvent voir ça comme une perte et ça peut les inquiéter. Mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de cette remise en cause de ce privilège puisque c'est un privilège qui n'a pas de raison d'être. C'est comme le privilège, on va dire comme dans les sociétés racistes, le privilège que s'accordaient les populations blanches sur les populations noires n'a pas de raison d'être et c'est une très bonne chose que nous vivions plus dans ces sociétés foncièrement racistes. Et de la même façon, le privilège que s'accordent les êtres humains sur les autres espèces n'a pas de raison d'être. Et donc, plutôt, il faut accueillir avec bienveillance cet antispécisme qui va nous ouvrir justement à reconnaître la valeur inhérente des autres animaux. Et finalement, tous ces discours des intellectuels qui disent accepter et vouloir une amélioration du bien-être animal sans forcément remettre en cause leur exploitation, est-ce que ça fait réellement plus de mal que de bien? Ou est-ce qu'on peut considérer ça comme un pas en avant, aussi petit soit-il, vers la fin d'une exploitation? C'est toujours une bonne chose d'entendre quelqu'un dire qu'il faut se soucier du bien-être des animaux. Je ne vais pas le nier, donc c'est bien. En même temps, je veux dire, ça n'aura pas d'effet si on n'accompagne pas ce désir de mesures concrètes. Et je dirais d'une vision réaliste de la situation. Parler de l'amélioration du bien-être des animaux, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ça la grande question. Et
prétendent se soucier du bien-être des animaux aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Et on en revient au bout d'un moment, quand on creuse un peu cette question, on en revient à des questions pratiques très simples. Est-ce qu'on se soucie du bien-être d'un animal qu'on enferme toute sa vie dans un élevage? Est-ce qu'on se soucie du bien-être d'un animal qu'on envoie à l'abattoir? Est-ce qu'on se soucie du bien-être d'un animal dont on tranche la gorge? Je pense que dès qu'on réfléchit concrètement, on s'aperçoit que prétendre se soucier de ces animaux qu'on massacre, ça n'a pas tellement de sens. Donc l'intention de se soucier du bien-être est bien sûr une bonne chose, mais si elle n'est pas accompagnée d'une réflexion concrète sur ce que veut dire se soucier du bien-être, et si elle ne s'accompagne pas de la mise en avant de mesures pour qu'il y ait une vraie amélioration du bien-être des animaux, à ce moment-là, c'est un peu des paroles en l'air qui n'engagent personne et qui ne vont pas améliorer la situation. Est-ce que je suppose que vous êtes végane. Tout à fait. Avant de devenir végane, est-ce que vous étiez sensible aux arguments que vous dénoncez aujourd'hui dans votre livre? Non, j'avoue que j'avais été peu exposé à ces arguments. Donc ça peut même arriver, j'ai rencontré un certain nombre de personnes véganes qui avaient eux-mêmes tenu les arguments que je dénonçais et qui s'étaient rendus compte au cours de dans leur parcours personnel que ces arguments ne tenaient pas la route et donc ils avaient effectivement changé de position et étaient devenus véganes. Moi j'avoue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans mon entourage, j'ai jamais été confronté à des personnes qui avançaient ces arguments, donc je n'avais quelque part j'ai jamais eu à me positionner par rapport à ces arguments. Et je les ai découverts au moment où je me suis intéressé à la question. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette question de l'antispécisme et donc du végétalisme qui est une conséquence de l'antispécisme. Quand j'ai commencé à m'intéresser, je me suis dit effectivement que la façon dont on traitait les animaux actuellement de nos jours était inacceptable et qu'il fallait donc remettre en cause ce traitement. Et je me suis rendu compte que les arguments que mettaient en avant ceux qui voulaient défendre cette exploitation des animaux ne tenaient pas la route. Donc, j'ai découvert à la fois les arguments et les critiques de ces arguments en même temps. Finalement, votre livre s'achève sur une note plutôt positive. Vous avez l'air plutôt confiant à l'avenir et estimé qu'on n'a jamais été aussi proche d'une remise en question globale de ce système spéciste. C'est une question, je dirais, assez difficile parce que je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste. Au sens, il y a à la fois des signes d'évolution dans la société qui peuvent nous laisser espérer que la situation va s'améliorer. Mais il y a aussi beaucoup de signes qui nous laissent penser que la situation ne va pas changer beaucoup. Je dirais que personnellement, j'oscille certains jours entre le pessimisme et l'optimisme, mais je dirais par devoir, il me fallait d'être optimiste à la fin. Si on veut changer le monde, si on veut améliorer le monde, il faut au moins croire que ce qu'on entreprend aura un effet. Donc j'ai quelque part ce que j'appelle un optimisme performatif ou un optimisme méthodologique, c'est que je m'efforce d'être un minimum optimiste, puisque si effectivement je deviens trop pessimiste, je baisse les bras et je ne vais pas œuvrer pour améliorer le monde. Donc je pense qu'il y a un devoir d'optimisme, même si effectivement certains jours je me dis que la situation est quand même assez désespérée pour les milliards d'animaux que l'on tue chaque année dans le monde pour des raisons futiles. Quel message vous auriez à apporter aux auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément végétariens, qui peut-être se posent des questions, ne s'en sont pas forcément déjà posées? C'est la réflexion éthique, de se tourner vers une réflexion éthique. Est-ce qu'on peut se permettre de faire souffrir et de tuer des animaux juste pour notre plaisir? C'est la question fondamentale. Quel est ce droit que je m'arroge, que je m'accorde de tuer, de faire souffrir des animaux juste pour mon plaisir? Et si certains auditeurs ont envie de répondre négativement à cette question, c'est-à-dire qu'ils ont envie de dire non, je n'ai pas envie de faire souffrir et de tuer des animaux juste pour mon plaisir, il faut qu'ils comprennent qu'à ce moment-là, par nécessité, par logique interne, par cohérence, ils devraient se tourner vers le végétalisme. Parce qu'il n'y a pas de façon de consommer des produits d'origine animale, que ce soit du lait, des œufs ou de la viande, sans faire souffrir et sans tuer des animaux. Donc vous voyez, c'est une petite réflexion. J'invite tous les auditeurs à avoir juste cette interrogation, vraiment, est-ce qu'au nom de mon plaisir, je peux me permettre de faire souffrir et de tuer des animaux? La réponse négative impose le végétalisme. Merci Thomas Lepelletier d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Je rappelle que votre nouveau livre s'intitule L'imposture intellectuelle des carnivores et est disponible aux éditions Max Milo.
Merci d'avoir suivi cette chronique animaliste et à bientôt.